Bonjour à tous, je vais donc vous présenter les petits topos que je vous ai préparés pour la journée du 20 octobre pour la formation en santé sexuelle. Donc vous allez voir, il y a 3 parties. Une première partie, infection par le VIH, une deuxième partie sur la prévention combinée et une troisième partie sur les IST. C'est plus logique de le suivre dans ce sens-là, je pense, parce que je l'avais préparé comme ça. Donc, à mon avis, regardez-les dans ce sens, parce que sinon, peut-être qu'il y aura des infos qui vous manquera si vous les faites dans d'autres sens. Donc, on fait ça comme ça. L'idée, c'est que vous regardiez ces vidéos avant la journée du 20 octobre. Et dans le 20 octobre, il y aura un petit moment où on fera un échange avec des espèces de cas cliniques. Je vais essayer de vous préparer ça. L'idée, ce sera de voir s'il y a des questions, de rediscuter s'il y a des questions suite à ces topos et faire un petit peu le point sur ce que vous avez retenu et surtout compris si c'était clair. Donc, on va commencer par l'infection par le VIH. Donc, quelques mots tout d'abord d'épidémiologie. Au niveau mondial, donc ce sont les chiffres de 2020 que je vous présente ici, il y avait 37,6 millions de personnes vivant avec le VIH. Et donc à chaque fois, là, vous verrez, c'est les présentations, c'est les cascades de prise en charge que l'on présente. Parmi ces personnes, 84% se savent séropositifs pour le VIH. Donc il y a 31,6 millions de personnes qui le savent. Et donc il y a surtout 6 millions de personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées par le VIH dans le monde. Parmi donc, les personnes qui savent qu'elles sont infectées, il y en a 87% qui sont traitées et parmi celles-là, 90% qui ont une charge virale indétectable, puisqu'on va largement en rediscuter. Mais l'objectif, bien sûr, c'est que les personnes aient une charge virale indétectable afin notamment de ne pas transmettre l'infection. Et c'est comme ça qu'on s'imagine pouvoir contrôler cette épidémie. Et donc en 2020, quand même 1,5 million de personnes nouvellement infectées et 690 000 décès. Donc ça, c'est les chiffres au niveau mondial. En France, c'est des chiffres un peu plus anciens. La cascade de 2016 qu'il y a ici, on estime qu'il y avait environ 173 000 personnes vivant avec le VIH en France en 2016. Et donc, parmi ces personnes, 86% qui étaient diagnostiquées, donc 86% qui savent être infectées. Parmi elles, 88% qui sont traitées. Et parmi elles, 97% qui ont une charge virale indétectable. Mais vous voyez, finalement, on arrive à avoir uniquement 73-74% de personnes qui ont une charge virale indétectable parmi toutes les personnes qui sont infectées par le VIH. Et en fait, vous voyez, le chiffre où on est vraiment le moins bon, c'est pour les personnes qui savent qu'elles sont infectées par le VIH. Il y a en fait environ 15% des personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées par le VIH. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Et c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de travailler sur faire des dépistages largement pour essayer que toutes les personnes qui sont infectées le sachent. Et autre petit chiffre, mais ça, c'est un peu dans ce sens-là. En 2019-2020, il y avait eu 6 200 découvertes, mais les chiffres en fait qui sont plus embêtants, c'est qu'une personne sur 4 est découverte à un stade SIDA et un grand nombre de personnes aussi faisaient le test pour la première fois, n'avaient jamais réalisé de test. Donc, il faut vraiment essayer de favoriser des bilans, des tests sérologiques, des TROD, des autotests, on va en parler, faire du dépistage largement pour que les personnes fassent, et notamment les personnes à risque, fassent régulièrement des tests de dépistage et qu'on ne se retrouve pas à faire des diagnostics tardifs. Donc, sachant que les objectifs ONU-SIDA, c'est ce que je vous présente là. Alors, c'était les objectifs pour 2020. Il y a des objectifs même un peu plus poussés qui seront de 95, 95, 95. Mais donc, les objectifs 90, 90, 90, c'est en fait que 90% des personnes qui sont infectées le sachent, que parmi les personnes qui sachent qu'elles sont infectées par le VIH, 90% soient traitées et que parmi les personnes qui sont traitées, 90% aient une charge virale indétectable. Bon, et vous voyez, on n'y est pas encore tout à fait. On a une petite marge de progression à ce niveau-là.
Et donc juste, pour vous donner quelques chiffres qui nous concernent d'un peu plus près, les chiffres en Occitanie Ouest en 2020. Alors 2020, c'était une année un peu particulière avec la covid, mais donc pour que vous ayez quand même un peu une idée des personnes suivies, en Occitanie Ouest. Donc en 2020, il y avait NADIS, c'est le logiciel qu'on utilise pour le suivi des personnes, infectées par le VIH, alors qui est quasiment dans tous les centres d'Occitanie Ouest, pas encore exactement partout. Donc ces données sont pas tout à fait complètes, mais donc on estimait à peu 4 462 personnes. Ça, c'est les nombres de personnes qui sont suivies via le logiciel NADIS en Occitanie Ouest. Et c'était une année particulière parce qu'il y a eu très peu de découvertes, 77 découvertes, mais vous voyez, un tiers des découvertes à un stade avancé, puisque avec des CD4 inférieurs à 200. Et donc en Occitanie Ouest, sur les chiffres pour le suivi, on a une particularité un peu dans notre épidémiologie, c'est qu'on a beaucoup, qu'on suit beaucoup de personnes, notamment qui sont nées à l'étranger. Et comme toujours, beaucoup d'HSH, donc d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Mais donc, notamment, et c'est encore plus marqué à Toulouse, beaucoup de personnes nées à l'étranger. Par rapport, par exemple, rien que sur l'épidémiologie en Occitanie, si on fait un peu cliché, il y a plutôt davantage d'HSH à Montpellier, qui sont suivis à Montpellier en pourcentage, et nous de personnes nées à l'étranger, donc pas mal de femmes nées à l'étranger. Donc voilà un peu pour l'épidémiologie. Donc juste, ça permet de comprendre un peu l'étendue de l'infection. Donc maintenant, je vais vous parler des différents modes de transmission qui sont importants à connaître, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se trompent ou qui ont des mauvaises connaissances sur les modes de transmission, et il faut pouvoir rassurer les personnes, et d'autant plus quand on leur découvre une infection par le VIH, leur rappeler quels sont les moyens de transmission. Je pense que c'est très important. Donc bon, le moyen de transmission le plus fréquent, assez classique, c'est donc la transmission sexuelle. Alors, il y a des chiffres qui nous disent même quel est le risque d'être infecté par le VIH quand on a un rapport sexuel non protégé avec une personne qui est infectée par le VIH qui n'est pas traitée. Et en fonction du type de rapport, on voit que le risque est plus ou moins important. C'est-à-dire, par exemple, que lors d'un rapport anal réceptif, le risque est beaucoup plus important que, par exemple, lors d'un rapport vaginal insertif. Et après, surtout, en fait, ce qui va moduler le risque, ça va être notamment la personne source, la quantité de virus qu'elle a dans son sang. C'est ça qu'on mesure en pratique courante. Et donc, si elle a forcément beaucoup de virus, eh bien, elle a un risque plus important de le transmettre lors d'un rapport sexuel. Et donc, les périodes où il y a beaucoup de virus qui circulent, ce sont principalement la primo-infection. Donc c'est au tout début de l'infection, on va en reparler, hein, il y a vraiment une quantité de virus dans le sang qui est très importante à ce moment-là. Et ensuite, lors des stades tardifs, là aussi, le virus s'envole un peu avec des charges virales qui sont très élevées. Donc ça, c'est vraiment la chose qui va augmenter le plus le risque de transmission lors d'un rapport. Et ensuite, il y a également la présence d'ulcération ou de sang au niveau vaginal, anal. Ça va augmenter le risque de transmission. Et donc, par exemple, s'il y a une IST associée, une syphilis avec un chancre syphilitique, eh bien, le risque de transmission du VIH lors du rapport est plus important. Également, par exemple, lors d'un viol, un rapport violent, sanglant, ça va augmenter le risque de transmission du VIH. Tout ça, alors, ce sont des choses dont on va tenir compte, notamment, on en parlera un petit peu, lorsque l'on décide de mettre ou pas en place un traitement d'urgence, donc un traitement post-exposition. On va poser des questions aux personnes. Alors, c'est pas juste par curiosité, c'est justement pour essayer d'évaluer le risque de transmission du VIH lors du rapport, pour voir s'il y a une indication ou pas à débuter un traitement post-exposition. On en reparlera un peu plus tard. Donc ça, c'est le mode de transmission le plus classique. Ensuite, il y a également une possible transmission par le sang, donc transmission parentérale, donc notamment professionnelle, par exemple, si on se pique avec une aiguille, avec un bistouri, voilà. Ou pour les usagers de drogue injectable principalement, les échanges de seringues ou les échanges de matériel. Et là aussi, à chaque fois, le risque de transmission va être modulé en fonction de la charge virale
chez la personne source et de la gravité de l'exposition. C'est-à-dire c'est pas pareil si on se pique avec un trocar qui était plein de sang, qu'on se pique profondément et qu'on n'avait pas de gants, que si on se pique, par exemple, au niveau professionnel, on faisait des points, donc c'est une aiguille fermée, on avait des gants, on s'est piqué de façon superficielle, mais forcément, le risque de transmission n'est pas le même. Et ensuite, le dernier moyen de transmission, c'est la transmission mère-enfant. Donc, qui est le risque, en fait, lors d'une grossesse, il est principalement, en fait, autour de la période périnatale. Donc finalement, ce n'est pas que la grossesse, mais le risque de transmission, il est surtout important lors du dernier trimestre de grossesse, au moment de l'accouchement et ensuite lors de l'allaitement. Donc c'est vraiment cette période-là qui est à risque, ou s'il y avait une primo-infection pendant la grossesse, puisque une charge virale qui serait très importante lors de la primo-infection, forcément, ça va augmenter le risque de transmission de la mère à l'enfant. Alors en France, le risque de transmission mère-enfant, il est en réalité très faible. Le taux de transmission, il est inférieur à 0,3%, puisque lorsque une grossesse est suivie pendant toute la grossesse, si la maman donc était traitée dès le début de la grossesse, a une charge virale indétectable pendant toute la grossesse, a bien pris le traitement, il n'y a pas eu de souci particulier, le taux de transmission dans ces conditions-là est quasiment nul. Donc voilà, en France, il y a maintenant très peu de transmission dans ce cadre-là. Et juste quelques infos aussi, parce que c'était un peu les anciennes idées. Avant, c'était un peu césarienne systématique lorsqu'il y avait une infection par le VIH. Ce n'est plus le cas maintenant. On fait une césarienne en urgence quand il y a besoin d'une césarienne en urgence. Rien à voir avec le VIH. Et ensuite, les césariennes sont programmées uniquement lorsque la charge virale est supérieure à 400 copies à la fin de la grossesse. Voilà, mais sinon, c'est accouchement voie basse classique avec, il y a des perfusions d'antirétroviraux, des antirétroviraux pour le bébé en fonction des risques, de la charge virale, tout ça sur le premier mois ou un peu plus en fonction des situations. Et par contre, une chose qui persiste, c'est que l'allaitement est toujours contre-indiqué. Donc en France, pas d'allaitement pour les mamans qui sont infectées par le VIH. Donc voilà, ça c'était les différents moyens de transmission, donc qui sont vraiment importants à connaître et qui vont aussi en fait rassurer les patients quand on leur découvre une infection par le VIH, voilà, leur dire vous n'allez pas transmettre le VIH à votre entourage en partageant les couverts, en vous faisant la bise, en partageant les toilettes. Voilà, ça c'est vraiment des informations qui doivent être claires et qui sont toujours pas très très bien connues. Donc maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu complexe, mais on va prendre le temps. Et c'est vraiment important de comprendre, c'est l'histoire naturelle, un peu comment évolue l'infection par le VIH lorsque l'on est infecté. Donc il y a 2 paramètres que l'on prend en compte qu'on va utiliser au diagnostic et ensuite que l'on va suivre quand on va suivre les patients à la consultation. Les 2 paramètres principaux sur la prise de sang que l'on va réaliser à chaque fois, c'est donc la charge virale VIH. Donc ça, c'est la quantité de virus qu'on retrouve dans le sang. C'est comme ça qu'on mesure le virus dans le sang. Et ensuite, les CD4. Les CD4, ce sont des lymphocytes. Donc, dans le sang, on a des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, pour faire un peu simple. Dans les globules blancs, on a des lymphocytes et dans les lymphocytes, on a des CD4. Il y a d'autres types de lymphocytes. Et donc, ceux qui nous intéressent dans le cadre de l'infection par le VIH, ce sont les CD4. Et c'est donc vraiment les 2 paramètres que l'on utilisera à chaque fois. Globalement, à chaque consultation, on dira au patient, mais voilà, votre charge virale, elle est à tel chiffre. Donc, l'objectif, c'est que la charge virale soit indétectable, on va y revenir, et vos CD4 sont à tant. Donc, ce qui se passe lorsqu'on est infecté par le VIH, en fait, on va avoir donc le virus qui va rentrer dans l'organisme, qui va se multiplier. Donc, je le fais un peu simplexe parce que dans les personnes qui sont inscrites à cette formation, vous êtes un peu tout public. Il y a des médecins, mais il y a aussi des personnes qui sont moins du milieu médical. Donc, je reprends un peu à la base. Donc, pour faire simple, le virus rentre dans l'organisme. Et pour se multiplier, il va avoir besoin d'utiliser des cellules de l'organisme et notamment les cellules qu'il utilise, il y a les CD4. Et donc en se multipliant dans les CD4, en fait,
il va détruire les CD4. Et donc, si il ne se passe rien, qu'on n'est pas au courant qu'on est infecté par le VIH, eh bien, les CD4 vont progressivement diminuer avec le temps. Puisqu'en fait, le virus est dans l'organisme, il se multiplie. On n'est pas au courant, donc on ne prend pas de traitement, on ne fait rien pour le contrôler. Et donc, lui, il fait sa vie progressivement et il va diminuer progressivement le nombre de CD4. Et les CD4, ce sont un peu nos défenses immunitaires. Elles permettent de nous défendre contre certaines infections. Donc, pendant toute cette période-là, qui est ce qu'on appelle la phase de latence, on a le virus qui se multiplie dans le sang et les CD4 qui progressivement diminuent. Et globalement, pendant toute cette période, il ne se passe rien ou quasiment rien et on n'est pas malade, on n'a pas de symptômes, on ne ressent pas qu'on est infecté par le VIH. Et donc, on peut transmettre le virus. Et le temps passe et les CD4 progressivement peuvent diminuer. Et donc, là, vous voyez, il y a marqué de 3 à 15 ans, c'est-à-dire que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des personnes pour qui les CD4 vont diminuer assez vite. Pour d'autres, ça peut prendre vraiment plusieurs années. Et le risque, en fait, c'est qu'il diminue jusqu'à un seuil qui est le seuil de 200 CD4. Quand on passe en dessous de 200 CD4, on estime globalement qu'on n'a plus assez de CD4 pour nous protéger contre les infections et on risque de faire ce que l'on appelle des infections opportunistes. C'est-à-dire qu'on va développer des infections qui se développent uniquement parce qu'on n'a pas assez de CD4. En temps normal, on a nos CD4 qui sont là, qui contrôlent ces infections. Et là, comme on n'a plus assez de CD4, certaines bactéries, parasites, virus vont pouvoir se développer, nous rendre malades, alors que normalement, on n'avait pas de symptômes. On contrôlait ces virus, ces parasites, ces bactéries. Et c'est ce que l'on appelle le stade SIDA. Le SIDA, en fait, ça veut dire le syndrome d'immunodéficience acquise. En fait, du VIH, on n'est malade qu'à ce stade-là, pour faire un peu simple. On va être malade à cause du VIH que quand on n'a plus assez de défense immunitaire et qu'on va développer des infections opportunistes et que ce sont ces infections opportunistes qui vont nous rendre malades. Mais sinon, toute la phase avant, où les CD4 étaient supérieurs à 200, eh bien, on n'était pas malade, on n'avait pas de symptômes particuliers. Et donc, à ce stade-là, au stade SIDA, quand les CD4 deviennent inférieurs à 200, eh bien, vous voyez en général la charge virale, l'organisme n'arrive plus du tout à la contrôler et la charge virale a tendance un peu à exploser. Donc ça, c'est l'évolution. Si on ne prend pas de traitement, progressivement, ça diminue, ça diminue. Donc finalement, la quantité de virus, là, on s'en fiche un peu. Le chiffre là qui nous intéresse dans tout ce stade-là, c'est de savoir à combien on a de CD4, puisqu'on sait que classiquement, c'est en dessous de 200 qu'on va pouvoir commencer à développer des infections opportunistes. L'autre stade qui est un petit peu particulier, c'est le stade de primo-infection. C'est à l'autre bout de la courbe, c'est au tout début de l'infection. Donc, je vous ai dit en fait que pendant toute la période où les CD4 sont encore élevés, on n'a pas de symptômes. Et si on ne fait pas de prise de sang, on ne peut pas savoir qu'on est infecté par le VIH, sauf au tout début de l'infection par le VIH. Le VIH, ça reste un virus. Et lorsqu'on est infecté par le VIH, quand il va rentrer dans l'organisme, en général, il va donner des symptômes qui sont assez variés, mais qui ont quand même la caractéristique d'être assez marqués. Et donc, en général, on va faire ce qu'on appelle une primo-infection un peu cognée. Et donc là, les symptômes, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais notamment, ça peut être de la fièvre qui va traîner un long moment, une angine cognée, des diarrhées, une éruption cutanée, des ganglions. Voilà, un tableau un peu viral quelconque, souvent qui est assez marqué et qui dure assez longtemps, mais qui parfois, en fait, va un peu passer inaperçu. Ah bah oui, quand on interroge les gens, ah bah oui, tiens, là, j'avais eu une angine. Bon, bah, j'avais même pas consulté le médecin, c'était rentré dans l'ordre assez rapidement. Donc voilà, mais en général, il y a quand même des symptômes au moment de cette primo-infection et qui vont rentrer dans l'ordre tout seul. S'il n'y a pas de diagnostic, qu'on ne prend pas de traitement, spontanément, les symptômes de primo-infection vont disparaître en quelques jours à quelques semaines. Et donc, lors de cette période-là, donc cette période où le virus rentre dans l'organisme, la particularité, c'est qu'on a une charge virale qui est très, très élevée. Et donc, notamment, qu'on est très contagieux. Donc voilà. Donc globalement,
jours après le rapport à risque qui est lors de la transmission du VIH, il va y avoir donc cette charge virale qui va un peu exploser dans le sang. En parallèle, en général, donc les symptômes. Puis l'organisme va à peu près arriver à contrôler cette charge virale. C'est le virus dans le sang, donc la charge virale va diminuer, puis se multiplier à bas bruit progressivement. C'est donc cette phase de latence. Pendant que le virus se multiplie progressivement, les CD4 diminuent lentement. C'est donc cette phase de latence, cette phase asymptomatique. Alors, de temps en temps, quand même, lors de cette phase, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de symptômes. De temps en temps, il peut y avoir des choses. Une mycose, un zona, une pneumopathie. Donc, il faut avoir un peu l'idée de assez facilement faire des tests de dépistage, une sérologie VIH pour des symptômes qui pourraient notamment correspondre à cette phase-là, puisque le but, bien sûr, à l'échelle même individuelle, c'est d'essayer de diagnostiquer l'infection le plus tôt possible, puisque forcément, si on la diagnostique quand on a les CD4 élevés, on en discutera, mais la suite est un peu plus simple. Et alors que si on fait le diagnostic plus tardivement, lorsque les CD4 sont bas, qu'on est déjà au stade SIDA, qu'on a une infection opportuniste, c'est forcément plus compliqué. Donc voilà, les paramètres principaux, charge virale, les CD4. Et donc, c'est vraiment les choses qui doivent être assez claires dans votre set sur l'évolution de cette infection. Donc là, ça reprend globalement à peu près la même chose. En rouge, vous avez la charge virale. Hop. Et en jaune, vous avez les CD4 qui diminuent progressivement. Et donc, le but des traitements, on va prendre une trithérapie, on va y revenir après. Le but du traitement, en fait, ça va être de contrôler le virus qui se balade dans le sang. Donc ici, la charge virale, de la contrôler et d'avoir une charge virale indétectable. C'est-à-dire qu'on va détruire le virus qui se balade dans le sang. Donc charge virale indétectable. Et s'il y a, pour schématiser, s'il n'y a plus de virus qui se balade dans le sang, eh bien, il n'y a plus de virus pour infecter les CD4 qui du coup peuvent recommencer à se multiplier normalement et peuvent réaugmenter. Donc avec le traitement, le premier objectif, avoir la charge virale indétectable. Et dans un second temps, les CD4 vont pouvoir réaugmenter. Donc en fonction d'où on est, forcément, si on part de très haut ou si on part de très bas, les CD4 vont mettre plus ou moins de temps à réaugmenter. Et donc l'objectif, si on était en dessous de 200, notre premier objectif, ça va être de repasser les CD4 au-dessus de 200, puisqu'on sera un peu à l'abri, on va dire, pas tout à fait, mais globalement, on sera un peu à l'abri des infections opportunistes. Et ensuite, que les CD4 continuent d'augmenter. Et un objectif un peu simplexe que l'on dit, c'est de repasser avec des CD4 au-dessus de 500. Voilà. Après, nous, on a des paramètres un peu plus précis au niveau de l'immunité qu'on regarde pour vraiment voir la restauration immunitaire. Mais les deux chiffres un peu à retenir, c'est en dessous de 200, c'est le risque d'infection opportuniste. Et l'objectif avec le traitement, c'est que les CD4 reviennent au-dessus de 500. Si on arrête de prendre le traitement, alors qu'on avait la charge virale indétectable, ce qui se passe, c'est que le virus revient, puisqu'on, vous savez, on ne peut pas guérir du VIH. Les traitements ne vont que contrôler le virus qui se balade dans le sang. On a du virus qui est ailleurs dans l'organisme, notamment dans ce qu'on appelle les réservoirs. Les réservoirs, ce sont on va dire des cellules où on a le virus qui se met à l'intérieur, il est un peu endormi, il ne se multiplie pas, il ne fait pas, on va dire, particulièrement de dégâts, il n'altère pas notre immunité, mais il reste là et avec nos traitements, on n'arrive pas à aller contrôler le virus dans ces réservoirs. Et si on arrête de prendre le traitement, il n'y a plus de molécules dans le sang. Et donc, le virus, il n'a plus personne qui l'empêche de se remultiplier. Donc, très rapidement, alors qu'on pouvait avoir une charge virale indétectable depuis des années et des années, si on arrête de prendre le traitement, hop, le virus va se remultiplier. Et du coup, les CD4 vont recommencer progressivement à diminuer. Donc ça, c'est une autre information importante que vous connaissez, j'imagine, c'est qu'on ne peut pas guérir du VIH. Et donc, lorsque l'on débute le traitement, dans la grande majorité des cas, on va prendre un traitement à vie pour contrôler le virus. Voilà un peu sur les différentes phases de l'infection par le VIH.
Alors, comment on va faire pour diagnostiquer cette infection? On a différents moyens de la dépister, puisque je vous ai dit, ce qui est très important, globalement, là où on n'est pas très bon, c'est qu'il y a trop de personnes en France, et dans le monde aussi, qui ne savent pas qu'elles sont infectées par le VIH. Et donc l'objectif, c'est de les diagnostiquer déjà dans un premier temps. Donc comment on fait pour, diagnostiquer une infection par le VIH? Le test de référence, c'est la sérologie. Donc la sérologie, on le fait lors d'une prise de sang, donc c'est un test qui est réalisé au laboratoire. Et donc le but de la sérologie, c'est d'aller rechercher des anticorps que l'on aurait développés contre le VIH. Donc le test que l'on fait actuellement, c'est ce qu'on appelle un test ELISA, qui est combiné parce qu'il va rechercher des anticorps qui sont développés contre le VIH-1 et le VIH-2. Donc, je ne vous en ai pas parlé, puis il y a des petites différences. Il y a plusieurs types de VIH, on va dire, plusieurs souches de VIH. Et donc, notamment, il y en a un petit peu deux particuliers, le VIH-1 et le 2. En France, ce sont principalement des personnes qui sont infectées par le VIH-1. Et donc, le test ELISA va rechercher des anticorps contre le VIH-1, contre le VIH-2, et vont aussi rechercher l'antigène P24, qui est une des premières à apparaître et qui permet d'essayer de diagnostiquer l'infection le plus tôt possible. Donc c'est pour ça que c'est un test ELISA combiné de 4e génération, donc il va détecter ces anticorps et l'antigène P24. Donc le laboratoire va faire ce test. Si ce test est positif, donc si ce test retrouve des anticorps contre le VIH, 1 ou 2, il va ensuite faire un test de confirmation par le Western blot. Donc là, c'est un test un peu plus précis qui va vraiment confirmer que les anticorps que l'on retrouve correspondent bien à ceux du VIH, puisqu'il arrive dans de rares cas qu'il y ait des personnes qui aient des faux positifs, donc il y a des tests ELISA positifs, alors qu'en fait, ils ont un Western blot qui est négatif, ils n'ont pas d'infection par le VIH. Mais le but vraiment du test ELISA, c'est de ne pas passer à côté de gens qui sont infectés. Donc ensuite, on le confirme par le Western blot. Et si le Western blot confirme l'infection par le VIH, c'est obligatoire. On fait toujours un second prélèvement pour confirmer avec un deuxième test ELISA que la sérologie est positive. Ça permet principalement de vérifier qu'il n'y a pas une erreur dans le prélèvement du tube, dans l'étiquetage, qu'il n'y a pas une erreur d'identification. Donc là, délai 6 semaines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est infecté par le VIH, les anticorps, pour que les anticorps se développent dans le sang, il va falloir un peu de temps et ça peut mettre jusqu'à 6 semaines à ce que les anticorps apparaissent. Donc s'il y a eu une prise de risque récente, inférieure à 6 semaines, avec une sérologie qui revient négative, on ne peut pas dire qu'avec certitude, il n'y a pas d'infection par le VIH. Donc ce que l'on va faire, c'est recontrôler le test 6 semaines plus tard. Alors tout l'intérêt de ce test combiné avec notamment l'antigène P24, c'est qu'en général, on va réussir à dépister des infections plus précocement que 6 semaines, mais globalement, on ne peut pas le dire avec certitude s'il y a eu une prise de risque il y a 2 semaines que le test ELISA est négatif, il faut recontrôler le test 6 semaines après la prise de risque. Alors ensuite, il y a d'autres moyens de dépistage, et donc notamment le TROD. Le TROD, ce sont les tests rapides d'orientation diagnostique. Donc ça, en fait, ce sont des tests que l'on peut faire. Le gros avantage de ces tests-là, c'est qu'on peut les faire ce qu'on appelle hors les murs. C'est-à-dire on n'est pas obligé de les faire à l'hôpital, au laboratoire. Et donc notamment, par exemple, un des gros intérêts, c'est que les associations peuvent aller faire des TROD auprès de personnes, par exemple, qui ne vont pas venir consulter des professionnels de santé, qui ne vont pas faire de sérologie. Vraiment, l'idée, c'est d'essayer de multiplier les moyens de dépistage pour essayer de diagnostiquer les personnes qui ne sont pas au courant qu'elles sont infectées par le VIH. Et ce sont notamment les personnes qui sont loin du système de soins.
Donc voilà, et donc les TROD peut être fait hors les murs et peut être fait par des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé. Donc il faut faire une formation pour pouvoir faire des TROD, pour être habilité, savoir les manier. Il faut bien sûr, connaître tout ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, les limites du test, les délais. Mais voilà, ça peut être fait par d'autres personnels que les professionnels de santé et surtout ça peut être fait hors les murs. Donc, notamment, ça peut être fait, dans des squats, dans des saunas. Voilà, aller voir des personnes qui sont très à risque et qui ne vont pas aller consulter. L'avantage, c'est qu'on a le résultat très rapidement, en moins de 30 minutes. Donc, en fait, l'idée, c'est on fait un peu un test au bout du doigt, on prend du sang et ensuite, un peu comme un test de grossesse, on va mettre dans un petit, je vous montre là. Voilà, on pique le bout du doigt, on recueille un peu de sang dans la pipette et ensuite, on va mélanger avec des réactifs que l'on va mettre sur une petite console de lecture. Et donc, c'est là où il faut attendre quelques minutes, donc en fonction des consoles, plus ou moins longtemps. Et ensuite, ça va vous interpréter là comme un test de grossesse. 1 point, le test est négatif. 2 points, le test est positif. Ou après, il peut y avoir des résultats indéterminés. Donc, par contre, la grosse limite, on va dire, c'est que le délai pour que les anticorps apparaissent est plus long pour que le test positif. Et donc, il y a un délai de 3 mois. Il y a certains TROD qui combinent aussi les anticorps, donc ils vendent on peut dépister des infections par le VIH plus précoces. Donc c'est intéressant parce que potentiellement on peut dépister plus précocement. Mais si le test est négatif et qu'il y a eu des prises de risque, il faut bien dire aux personnes qu'on peut passer à côté d'une infection qui aurait eu lieu dans les 3 derniers mois. Et ensuite, c'est un test d'orientation diagnostique. Ça veut dire que si le test est positif, il faudra toujours le confirmer par une sérologie. Et donc, du fait de ce délai de 3 mois, notamment, il faut penser quand on fait des TROD à interroger les personnes. Et s'il y a des signes de primo-infection, le TROD, c'est vraiment pas le test de dépistage opportun puisque vous risquez fortement d'avoir un TROD négatif. Et le risque, c'est que la personne, alors qu'elle est en primo-infection, pense qu'elle n'est pas infectée et du coup, elle est en primo-infection, a une charge virale très élevée et des rapports non protégés parce qu'elle se sent négative vu qu'elle vient de faire un TROD négatif et transmettent énormément le virus. Donc voilà pour le TROD. Et donc l'autre moyen de dépistage qui existe pour le VIH, ce sont les autotests. Donc les autotests, globalement, c'est la même chose que les TROD, c'est le même principe, mais sauf que le prélèvement et l'interprétation, la lecture de la console sont réalisés directement par l'intéressé qui va faire son autotest. Donc les autotests, on peut en acheter en pharmacie. C'est sans prescription médicale. Donc les coûts, ça varie un peu en fonction des autotests, mais ça a baissé quand même sur les dernières années. Donc c'est entre 10 et 25 euros. Et après, régulièrement, il y a des autotests aussi qui peuvent être délivrés par des associations. Donc l'idée, c'est que lorsque la personne achète son autotest en pharmacie ou va se voir délivrer un autotest par une association, il faut qu'elle ait toutes les informations qui lui sont données pour savoir qu'est-ce que ça veut dire un test positif, que c'est un test d'orientation, qu'il va falloir aller le confirmer par un test ELISA, et qu'est-ce que ça veut dire un test négatif. C'est-à-dire s'il y a une prise de risque il y a moins de 3 mois, le test négatif, il nous dit juste vous étiez négatif il y a 3 mois. Mais s'il y a eu des prises de risque depuis, l'autotest ne peut pas vous donner la réponse. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'autotest. Bon voilà, bon, c'est vraiment, hein, le même principe. On ouvre dans le petit sachet, on se fait la piqûre, on recueille le sang, et voilà, après on met hop, clic-clac, et en 15 minutes, on a le résultat. Et donc là sur celui-là par exemple, vous voyez, il y a une notice qui vous explique, voilà, le test négatif. Donc vous êtes probablement séronégatif, mais attention, si dans les 3 derniers mois vous avez eu des prises de risque, il va falloir le contrôler. Votre test est positif, vous êtes probablement séropositif, mais vous devez faire un test de confirmation. Et des numéros que vous pouvez appeler si besoin. Donc voilà sur les différents moyens pour faire le dépistage de l'infection par le VIH. Alors, ensuite, un petit mot sur les traitements. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur les différents antirétroviraux, mais juste quand même que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, le traitement du VIH,
comme je vous l'ai dit, c'est un traitement qui permet de contrôler le virus, qui ne permet pas de guérir. Et donc le traitement classique que l'on utilise, pour une infection par le VIH, c'est ce que l'on appelle les trithérapies. Les trithérapies, c'est parce qu'on va utiliser, 3 molécules différentes pour essayer de contrôler le virus. Donc là, en fait, c'est un petit schéma, c'est pas pour que vous le connaissiez, hein, c'est juste pour que vous compreniez. C'est un petit schéma pour comprendre comment agissent les traitements. En fait, là, schématiquement, on va dire, ça, c'est un CD4, la grosse cellule bleue là, et là, c'est un petit virus et le virus va rentrer son ARN, il va utiliser des molécules qui sont, dans la cellule, pour se transformer en ADN, blabla et se multiplier et refaire d'autres virus. Et en fait, les différents traitements, ils vont empêcher certains stades de cette multiplication de se faire. Par exemple, les inhibiteurs de protéase, ils vont empêcher, la fabrication des protéines. Les inhibiteurs d'intégrase, ils vont empêcher l'ADN de rentrer dans le noyau de la cellule. Voilà, ça c'est un petit schéma qui vous montre en fait que les différentes molécules que l'on utilise vont empêcher différents stades de la multiplication. Le souci du VIH, c'est que c'est un virus qui peut devenir très facilement résistant. C'est-à-dire que si l'on n'utilise qu'une molécule pour le contrôler, par exemple, on utilise juste un inhibiteur d'intégrase, le virus risque de développer des résistances et va réussir à se multiplier malgré cela. Donc au début, on va contrôler le virus, mais en fait, très vite, il va développer des résistances et va de nouveau se multiplier. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser plusieurs molécules qui sont actives, contre le VIH pour arriver, à le contrôler. Et donc que l'on utilise une trithérapie. Et c'est pour cette raison qu'on insiste énormément sur l'observance. C'est-à-dire que quand on débute un traitement, chez une personne contre le VIH, quand on débute une trithérapie, ce qui compte, c'est que le traitement soit vraiment bien pris pour bien contrôler le virus. Parce que si la personne ne prend pas bien son traitement, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura pas assez de molécules dans le sang, donc le virus va réussir à se multiplier un petit peu vu qu'il y a pas beaucoup de molécules. Mais pour faire un peu simple, il va se multiplier, mais il va rencontrer quoi, il va voir dans le sang quand même un peu des molécules et donc il va développer des résistances contre ces molécules et donc progressivement, il va devenir résistant et il va se multiplier. Et en fait, vous voyez, bon, on a différents mécanismes, mais on n'a pas non plus des milliers de médicaments au choix. Donc si le virus devient résistant, par exemple contre les inhibiteurs d'intégrase, on commence à avoir un petit peu moins de choix pour proposer un traitement. Donc c'est vraiment un point qui est très important sur lequel on insiste énormément, c'est sur, l'observance. Une fois qu'on débute le traitement, il faut vraiment le prendre, régulièrement. Et donc les traitements, les trithérapies qu'on va utiliser, en général, on va utiliser des choses assez stéréotypées, c'est-à-dire en général, on utilise 2 inhibiteurs, nucléosidiques de la transcriptase inverse et on va y ajouter un troisième agent, donc ou un inhibiteur d'intégrase ou un inhibiteur de protéase ou un inhibiteur non nucléosidique. Et ces traitements, rentrent parfois en un seul comprimé. On a de plus en plus, des traitements avec un comprimé par jour qui contiennent, les 3 molécules. Donc ça, il faut pouvoir rassurer les patients parce que quand ils découvrent l'infection par le VIH, il y a pas mal de personnes qui sont restées sur, les anciens traitements, qu'il faut prendre 10-15 comprimés par jour, toutes les 2 heures. Il faut se réveiller au milieu de la nuit à heure fixe pour prendre ces traitements. Il y a quand même eu énormément de progrès et donc maintenant, quand même, dans la majorité des cas, les personnes prennent un traitement en une seule prise par jour et même régulièrement en un seul comprimé par jour. Donc il y a la trithérapie très souvent dans un seul comprimé. Quels sont les objectifs du traitement? Alors, il y en a plusieurs. Donc dans les objectifs, il va y avoir, déjà améliorer rapidement les symptômes. C'est-à-dire, par exemple, si le patient est en primo-infection, le fait de prendre un traitement, ça va lui améliorer les symptômes. Même s'il est dans la phase là où les CDK diminuent progressivement, en général, quand même, les gens, quand on les interroge, il y a de la fatigue, une perte de poids, un peu des diarrhées qui traînent. Donc souvent, ça, ce sont des symptômes qui vont rentrer dans l'ordre, avec la prise des antirétroviraux.
Donc ensuite, un objectif, c'est celui que je vous parlais, c'est l'observance. Donc vraiment, on insiste énormément là-dessus. C'est une des questions qu'on va poser systématiquement à la consultation. C'est est-ce que ça se passe bien avec les traitements? Est-ce que vous les prenez tous les jours? Est-ce que vous les supportez bien? Parce que forcément, pour améliorer l'observance, en fait, il faut que ce soit facile à prendre, qu'il y ait pas d'effets secondaires. Forcément, si à chaque fois que vous prenez le traitement, vous avez la diarrhée 5 minutes plus tard, ça vous donne pas trop envie de le prendre. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment un des points sur lesquels on insiste énormément et dans un but, d'améliorer la qualité de vie. L'objectif, c'est que de bien vivre avec son infection par le VIH, c'est-à-dire au final, si on prend un comprimé par jour, qu'on voit son infectiologue 2 fois par an, bon, c'est très bien, mais il faut aussi que les à côté, se passent bien. Donc ensuite, plus, biologique, on va dire comme objectif, il y a l'objectif virologique. Donc forcément, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'objectif, c'est qu'avec le traitement, d'obtenir une charge virale indétectable, qu'on obtient assez rapidement dans les quelques mois après l'instauration de la trithérapie. Et donc, tant qu'ensuite on a une charge virale indétectable, si le traitement est bien pris, que la charge virale est indétectable, on ne va pas pouvoir sélectionner de mutation de résistance. Si le virus est indétectable, il n'y a pas de virus qui se multiplie, donc on ne sélectionne pas de résistance. Si on a la charge virale qui est indétectable, ce qui va se passer, comme je vous avais montré sur le schéma, les CD4 vont pouvoir réaugmenter. Et donc, l'objectif, c'est ce qu'on ait une reconstitution immunitaire correcte. Et un peu le chiffre clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir des CD4 supérieurs à 500. Et ensuite, l'objectif qui n'est pas des moindres, bien sûr, c'est qu'avec une charge virale indétectable, on ne va pas transmettre le virus. Et donc, c'est de réduire la transmission en obtenant cette charge virale indétectable. On va y revenir, mais le fait d'avoir une charge virale indétectable, de prendre son traitement régulièrement, on ne transmet plus le virus. Et c'est donc la raison principale pour laquelle maintenant, on traite tout le monde. C'est-à-dire à partir du moment où on découvre une infection par le VIH, on va proposer aux personnes de débuter un traitement dès qu'elles le souhaitent. Alors, c'est rarement urgent, donc il faut que la personne soit prête, puisqu'après ce qui compte, c'est que le traitement soit bien pris avec une bonne observance pour éviter d'avoir des mutations de résistance et donc d'avoir des problèmes ensuite dans les traitements. Mais on insiste pour démarrer le traitement assez rapidement, puisqu'on sait que dès que la personne va être traitée, va avoir une charge virale indétectable, elle ne va plus transmettre le virus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les objectifs pour le traitement. Donc, un petit mot quand même pour vous dire un peu où c'est qu'on en est, ce qu'on fait actuellement à la consultation pour les traitements. Donc, globalement, la majorité des personnes à qui on découvre une infection par le VIH maintenant, on va leur proposer un traitement en une prise par jour et même la plupart du temps en un comprimé par jour. Mais après, on fait également dans certaines circonstances, on peut proposer des allègements thérapeutiques. C'est-à-dire on ne fait plus forcément la trithérapie pour toute la vie, puisque finalement les personnes, quand elles sont indétectables, qu'elles prennent bien leur traitement, à partir du moment où elles sont diagnostiquées, si elles ont des CD4 élevés, finalement elles vont plus avoir de soucis à cause de l'infection par le VIH. La qualité de vie, l'espérance de vie, quand on a été diagnostiqué précocement pour une infection, qu'on prend bien son traitement, qu'on a une charge virale indétectable, des CD4 corrects, l'espérance de vie, en fait, elle est normale. On a la même espérance de vie que quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH. Et donc, l'idée, c'est de dire, maintenant, vous n'allez plus avoir de problème à cause du VIH si vous prenez bien votre traitement dans les circonstances où on diagnostique précocement l'infection. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir de problème à cause des traitements, donc d'éviter au maximum la toxicité à cause des antirétroviraux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle donc, de l'allègement thérapeutique. Et donc, notamment, on fait de plus en plus des bithérapies. Donc, au lieu d'avoir des trithérapies, on propose de simplifier avec une bithérapie. Donc dans certaines circonstances, c'est toujours à discuter avec son médecin, il faut avoir certains critères, mais on le propose de plus en plus. On peut également, dans certaines circonstances, proposer le traitement 4 jours sur 7. Donc ça va dépendre des traitements, des paramètres virologiques, immunologiques. Mais on peut proposer aux personnes de prendre le traitement uniquement la semaine et pas le week-end. Ça, il y a eu un essai qui nous a montré l'essai Quatuor de l'efficacité de cette prise.
Et puis, très prochainement, là, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Ça fait quelques mois qu'on dit ça, mais bon, la force, ça devrait arriver. Il y a également des traitements injectables. Donc, c'est des traitements, avec des molécules qui ont des longues demi-vies. Et donc les personnes vont pouvoir bénéficier d'une injection, mensuelle ou bimensuelle, de traitement. Après, bon, il y a toujours de la recherche sur le vaccin, donc qui n'est pas encore abouti, mais la recherche est en cours. Donc ça, ce serait pour des personnes qui ne sont pas infectées, pour éviter qu'elles s'infectent. Et après les autres points de recherche, actuellement, c'est principalement pour essayer de guérir de l'infection par le VIH. Donc vous l'avez compris, on ne guérit pas, notamment à cause de ces fameux réservoirs. Donc il y a pas mal de recherches sur les réservoirs. Donc en pratique, comment ça se passe lorsqu'on découvre une infection par le VIH? Je voulais juste un peu vous expliquer pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Donc globalement, quand, on va découvrir une infection par le VIH à quelqu'un, donc soit sur une sérologie ou soit sur un TROD ou un autotest, forcément la première consultation, on va la proposer le plus rapidement possible. C'est pas une urgence à la minute, mais n'empêche que systématiquement, il faut que le patient soit vu dans les quelques jours, dans la semaine, on va dire. La première consultation, c'est une consultation longue et qui est assez compliquée, pour le patient, parce qu'on va lui délivrer beaucoup d'informations et il n'est pas toujours en état de recevoir toutes ces informations, lorsqu'il y a le choc de l'annonce du diagnostic. Mais donc notamment les choses qu'on va essayer d'expliquer lors de des premières consultations en fait en général, parce que en général, on se répète un peu les premières fois. On va essayer d'expliquer, la maladie, là, tout ce que je vous ai expliqué, l'histoire de la charge virale, les CD4 qui diminuent progressivement, les moyens de transmission. Les traitements, comment ça se passe aujourd'hui, en général en comprimés par jour, l'importance de l'observance, et les différents moyens de prévention en fonction des moyens de transmission. Voilà, tout ça, c'est des choses importantes, que l'on va expliquer, donc qui prennent du temps, vous vous en rendez compte, lors de cette consultation. Après, on va déjà aussi essayer un peu de rassurer le patient sur l'impact de la maladie, dans la vie du patient, et présenter l'équipe puisque, à l'hôpital, on a une équipe, multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'en général, il rencontrera, l'infirmière d'éducation thérapeutique, la psychologue, l'assistante sociale, voilà, toute l'équipe, qui va l'accompagner, dans la prise en charge de cette infection. Et lors de cette première consultation, en général, on fait un gros bilan sanguin. Donc en fonction, on va contrôler la sérologie, si c'était un TROD, s'il y avait eu qu'une sérologie positive, on va faire la deuxième sérologie obligatoire. Et puis on va faire un peu les paramètres dont je vous ai parlé, la charge virale, donc savoir quelle quantité de virus il y a dans le sang. Bon, ça ne va pas nous changer grand-chose, à part que s'il y a beaucoup, beaucoup de virus, on sait que le risque de transmission est plus important. Sur le virus, on va faire des tests aussi, ce qu'on appelle le génotypage. En fait, on va tester les différentes molécules, les différents antirétroviraux qu'on a pour voir lesquels vont bien être efficaces. On va faire un dosage des fameux CD4 et puis après, on va faire un bilan plus complet, c'est-à-dire en général, on fait un bilan de toutes les IST puisque on a été infecté par le VIH. Si c'est une transmission sexuelle, la question c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres infections sexuelles qui ont été transmises. Et puis après, on va faire un bilan plus global, le rein, le foie, voilà, voir s'il y a d'autres soucis qu'après on suivra dans le cadre de la prise en charge. Donc voilà, la première consultation, le patient va de façon très rare sortir avec un traitement. En général, on explique tout ça, on fait le bilan complet et puis on le revoit en consultation assez rapidement. Et en général, c'est lors de la deuxième consultation qu'on va débuter le traitement, ou plus tard si le patient n'est pas prêt, ou parfois dès la première consultation. Notamment, par exemple, si le patient est en primo-infection, on va avoir tendance à débuter le traitement, de suite si le patient est prêt, ou très rapidement, le revoir très rapidement en consultation, pour, éviter de transmettre le virus et puis aussi parce que c'est lors de cette primo-infection que le virus va aller, envahir les réservoirs et donc plus on débute le traitement tôt, moins on va mettre de virus dans ces réservoirs et on se dit que pour l'avenir, pour les guérisons possibles futures, autant essayer d'avoir le moins de virus possible dans les réservoirs.
Et donc ensuite, les patients vont être suivis, très régulièrement en consultation. Donc, au début, une fois qu'on va débuter le traitement, on va les revoir à 1 mois de l'instauration du traitement pour voir si ça se passe bien, si le traitement est bien toléré, pour contrôler la charge virale, pour vérifier que le virus diminue bien. Puis après, au début, on va les voir en consultation tous les 3 mois. Et puis si ça se passe bien, ensuite, dans la majorité des cas, les patients seront vus en consultation 2 fois par an. Et donc lors de ces consultations, on vérifiera, si l'observance est bonne, si la tolérance est bonne, les retentissements qu'il peut y avoir, sur la qualité de vie, et puis on fera ce bilan complet avec notamment charge virale et CD4 à chaque consultation. Juste des petites informations à savoir quand même, c'est que l'infection par le VIH, on va faire une déclaration obligatoire, qui est anonyme. Ça permet, notamment d'avoir les données d'épidémiologie dont je vous ai parlé au début, de savoir combien de personnes sont infectées par le VIH. Et ensuite, c'est une affection longue durée, donc c'est une maladie qui est prise en charge à 100. Et donc ensuite, pour le suivi, il y aura régulièrement, des consultations, associées. Donc je vous parlais avec l'infirmière d'éducation thérapeutique, l'assistante sociale, le psychologue. Donc voilà pour cette première partie, assez lourde, et complexe. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris. Vous aurez les diapos. L'idée, c'est, donc le 20 octobre qu'on puisse en rediscuter, que vous puissiez forcément me poser les questions. C'est un peu compliqué parce que vous avez voilà, hein, vous avez des connaissances de base différentes tous. Donc j'ai essayé un peu de vulgariser, mais j'ai peut-être parfois, sans trop me rendre compte, utilisé des termes un peu complexes, ou je suis pas assez rentrée dans le détail pour certains. Donc on pourra échanger bien entendu le 20 octobre, pour avoir plus d'informations, revenir sur des points qui sont pas très clairs. Hem, voilà, revenir sur tout ça. Voilà, vous avez le droit de faire une petite pause, bien entendu, et puis ensuite on va continuer, avec la prévention combinée.